Nous sommes trois professionnels virtuels en éducation. Jennifer Mansell-Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Dans cette série en confinement, nous parlerons de sujets tels que le lien affectif, la planification, l'évaluation et bien plus encore. Et cette fois-ci, dans le contexte de l'enseignement à distance. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle saison de toute la classe, un nouvel épisode dans une nouvelle saison. Bonjour Jennifer, bonjour Vicky. Allô, allô? Allô? C'est avec la plus grande des joies qu'on se retrouve en ce début d'année scolaire. Vous m'avez manqué. Tu nous as manqué aussi. Merci, merci. Oui, c'est ça qu'on est censé dire, n'est-ce pas? Super. Alors ce matin, on parle d'un sujet chaud selon la réalité qu'on est en train de vivre en ce moment. On parle d'évaluation, mais on parle d'évaluation dans un autre contexte. Parce que l'évaluation, ça reste l'évaluation, mais l'évaluation en modèle bimodal, en modèle hybride, en modèle en ligne, en modèle présentiel. Alors il y a des petits changements qu'on peut avoir besoin de travailler en fonction d'un élément ou l'autre. Mesdames, question la première, la plus corsée à mon avis et qui englobe plein de choses. Comment est-ce qu'on fait, mesdames, pour que l'évaluation reste équitable? Et ça, c'est, je trouve, la grosse question. Puis j'ai travaillé là-dessus plus tôt cette année avec trois de nos collègues, Myriam, Joanie et Andréane, sur une capsule sur le même sujet au conseil. Et puis, qu'on s'est dit vraiment, c'est comme Vicky a mentionné avant qu'on a commencé à enregistrer, c'est que les bonnes pratiques en évaluation restent les bonnes pratiques à distance. Et puis, comme Vicky aime dire souvent aussi, c'est l'intention qui est importante. Alors, lorsqu'on connaît notre intention, on est capable de différencier la façon dont on évalue. Mais sachant que je connais mon intention, à ce moment-là, comment je fais pour m'assurer que ça soit équitable pour tous mes élèves? Ben, je pense que c'est comme en salle de classe lorsqu'on se posait la question pour nos élèves en difficulté. Puis on disait, ben, est-ce que c'est vraiment juste si Tommy a le droit de me donner ses réponses à l'oral et puis, tu sais, tous les autres doivent écrire les réponses? Ben, quelle est ton intention? Est-ce que tu es en train d'évaluer l'écriture, l'orthographe, la grammaire ou est-ce que tu veux savoir s'il comprend les concepts à l'étude? Alors, lorsque tu connais ton intention, tu sais qu'est-ce que tu peux te permettre de différencier dans l'évaluation. Mais je pense que le mot-clé que tu as dit ici, c'est la différenciation. Alors, tout dépend dans le contexte que tu es. Est-ce que l'enfant a accès à des outils ou n'a pas accès à des outils ou, bon, peu importe. Si ton intention est bien ciblée à ce moment-là, peu importe la façon dont c'est amené. Si ton exemple, par exemple, c'est la compréhension de la lecture, ben si l'enfant, ça lui prend, lui, énormément de temps à écrire sa réponse, ben c'est pas ça que tu vas évaluer en bout de ligne de toute façon. Est-ce qu'il a compris le texte qu'il a lu? Alors, c'est ça qui est important. Mais comment on fait pour cibler une intention? Ben, on regarde notre curriculum, puis c'est dans le curriculum, puis c'est aussi dans les compétences. Tu sais, quelles compétences est-ce que je veux évaluer aussi? Puis il faut qu'il y ait un équilibre entre les compétences. Je pense qu'on va revenir à l'aspect de compétences tantôt, mais aussi, oublie pas, tu sais, au début, à notre première saison, lorsque dès le début, on avait toujours parlé des résultats d'apprentissage et des critères de réussite. Si tout ça, ça a été bien établi, ça a été bien discuté avec les élèves, ça c'est une partie de ton intention. Mais là, il faudrait combiner, évidemment, comme Jennifer a dit, avec tes attentes du curriculum, puis avec tes compétences aussi. Alors, ça, c'est comme un troisième morceau de ton casse-tête. C'est ça. Puis, tu sais, le gros défi en ce moment, c'est qu'il y a des élèves qui sont en présentiel, il y a des élèves qui sont à la maison, qui étudient, qui sont dans le même cours. Les élèves à la maison, on leur a donné de la technologie s'ils n'en avaient pas. Ça veut dire qu'il y a moins de technologie, moins de portables, moins d'iPad dans nos écoles. Alors, on ne peut pas garantir que chaque élève dans l'école aura accès à un portable. Alors,
on se demande, ben, comment est-ce que je peux créer un projet qui est équitable si les élèves à la maison doivent le faire à l'ordinateur et les élèves en classe doivent le faire sans avoir de la technologie, sans avoir nécessairement de la technologie. Ben, j'avais pris l'exemple du texte d'opinion. Alors, si l'élève doit argumenter, il doit présenter ses arguments, est-ce qu'il a utilisé les bonnes techniques? Est-ce qu'il a bien construit son texte? Est-ce qu'il a bien structuré? Est-ce que ses arguments sont logiques, etc.? C'est ça que je veux évaluer. Alors, peu importe si l'élève à la maison a écrit un texte d'opinion, genre article de journal, à l'ordinateur avec une belle mise en page, puis celui qui est à l'école l'a écrit à la main, puis c'est pas la mise en page que j'évalue, c'est pas le professionnalisme du projet, de façon visuelle que je suis en train d'évaluer. Alors, si je sais que c'est les arguments, c'est les techniques du texte persuasif que je vais évaluer, peu importe qui a de la technologie puis qui en a pas. Puis tout à l'heure, vous me parliez de compétences. En quoi est-ce que les compétences peuvent amener ou non une évaluation qui est équitable? Parce que là, quand on parle de compétences, on parle de quoi d'abord? Oh, Mylène, j'aime beaucoup cette question. Parce que les compétences, on parle de connaissance et compréhension. Habilité de la pensée. Communication. Oui, et mise en application. C'est un peu comme la taxonomie de Bloom. Plus on va loin, plus, à mon avis, c'est équitable. Parce que les élèves à la maison n'ont peut-être pas de supervision. Ils ont peut-être, si on leur envoie un test, puis je me rappelle d'un test que j'ai eu en géographie en 10e année, parce que je me rappelle de tout. Et on nous avait demandé la hauteur de plusieurs montagnes. Bien, ça, c'est connaissance et compréhension pure. Alors, si je suis à la maison et j'ai un test qui me pose des questions comme ça, ben, Monsieur Google est mon ami. Mais si on me pose des questions d'habilité de la pensée ou de mise en application, ben là, c'est pas googlable. Alors, c'est beaucoup moins facile de tricher sur une question comme ça. Alors, dans le même tableau de compétences, je peux passer d'un test qui n'est pas équitable, sachant qu'à la maison, on peut googler les réponses, à un test ou une évaluation qui est beaucoup plus équitable parce que là, c'est en fonction de ce que je sais, comment est-ce que je peux mettre en relation ces informations-là pour produire mon évaluation? Alors, c'est comme un petit peu, comme par exemple, calculer la vitesse puis l'accélération, mais sauf qu'au lieu de juste donner la connaissance d'une certaine formule ou juste le calculer en mettant des chiffres, là, tu le mets dans une mise en situation. Comme par exemple, deux voitures qui s'en vont chacun de leur part avec une certaine accélération, avec une certaine vitesse, mais qui va arriver en premier? Tu sais, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment un exemple qui est vraiment trop simplifié, mais ça, c'est vraiment juste une mise en situation. Juste un exemple pour dire que si tu le mettais en mise en situation, l'élève a besoin de prendre la connaissance qu'ils ont déjà et de l'appliquer dans une situation. Et de choisir la formule aussi. Exactement. Donc, la mise en application. Mais ça me fait penser à quand moi j'étais à l'école, puis le prof qui me demande quelle est la formule pour mesurer blablabla, ou le prof qui me disait voici la formule et applique-la à la situation X, Y, Z, où là c'est beaucoup plus profond parce que la formule, n'importe qui peut apprendre quelque chose par cœur. Je pense aux questions de Marian Small, les questions ouvertes, où si tu demandes aux élèves, pensez à une situation où deux voitures qui quittent deux villes différentes arrivent dedans de 10 minutes l'une de l'autre à un point B. Ou bien, comment est-ce que cette formule est pareille et comment est-ce que c'est différent à cette formule ou cette équation? Pourquoi est-ce que cette équation est l'intrus? Ou il y a plusieurs bonnes réponses, puis c'est vraiment basé sur ce que l'élève sait à propos de la matière. Puis, si je peux me permettre de faire un commentaire aussi, tu sais, le fait de varier les compétences qu'on travaille, de rendre la tâche bien plus riche. Tu sais, je me souviens très bien quand j'étais au secondaire, l'enseignante
nous distribuait une feuille. Elle distribuait ça à chacun une feuille. Mais le moment qu'elle est rendue à la fin de la classe, mais au début de la classe, eux autres, ils ont déjà fini leur feuille. Parce que justement, on travaille juste une compétence, qui est probablement juste connaissance et compréhension. Mais sauf que si on s'en va dans d'autres compétences, ta tâche devient plus riche aussi. Alors, déjà là, encore une autre fois, je retourne aux commentaires en disant que cette bonne pratique-là, quand on était en présentiel, demeure une bonne pratique en hybride, en bimodal, en virtuel, et ça va nous aider à différencier, à rendre la tâche bien plus équitable aussi. Et n'oubliez pas que la tâche sommative n'a pas besoin d'être un examen. Ça peut être un projet. Alors, on avait parlé de projets à grande envergure qui vont peut-être possiblement jusqu'à la diffusion. Alors, au lieu de faire un test, tu vas créer une bande-annonce pour un documentaire qui explique la situation écologique au Panama, je ne sais pas, ou l'enjeu écologique de ton choix. Et puis, si on commence par cette planification-là, ça, c'est la tâche sommative, puis les élèves savent que ça, c'est la tâche sommative, bien, ça nous guide dans nos enseignements parce que qu'est-ce que l'élève doit savoir afin d'être capable de faire ce projet final. Puis l'élève sait que tout ce que je suis en train d'apprendre, c'est intéressant, c'est important parce que ça va m'aider lorsqu'il vient le temps de créer ma bande-annonce de mon documentaire. Puis j'aime beaucoup ça aussi parce que, comme par exemple, si on le mettait dans un contexte de français, comme tu dis, là, on parle d'une annonce publicitaire, mais d'avoir la tâche finale va permettre aux élèves de choisir la méthode qu'ils veulent. Parce que, par exemple, s'il y a probablement un élève qui va dire, tu sais quoi, je vais écrire une histoire pour convaincre le monde. C'est possible aussi. Il y a d'autres personnes qui vont faire un dépliant pour convaincre le monde. Ça, c'est correct aussi. Il y a quelqu'un il y a un autre élève qui va décider, mais tu sais quoi, je préfère faire un texte d'opinion pour convaincre le monde aussi. Alors, tout ça, c'est acceptable. Alors, donc, d'avoir une idée, une intention pédagogique et la tâche finale en tête, on fait un petit peu, justement, comme tu dis, à rebours. Puis les élèves, au cours de la ligne, en reculant, ils peuvent choisir la production qu'ils veulent utiliser pour démontrer leur connaissance. Absolument. La différenciation puis le choix, ce sont deux choses super importantes. Et en plus, ça, c'est un autre défi qu'on entend en ce moment, c'est que, tu sais, les élèves manquent de motivation ou c'est difficile de maintenir l'intérêt avec des élèves, tu sais, qui ont le même cours toute la journée ou, tu sais, pendant des demi-journées ou les élèves qui sont à la maison pendant que les autres sont en classe. Alors, pour maintenir l'intérêt, des projets comme ça sont beaucoup plus motivants qu'un examen final. Si je récapitule, là, si je veux éviter que mes élèves trichent dans une évaluation, ben, je peux ne pas faire d'évaluation. Je peux faire un projet final ou je vais aller chercher des questions qui ne sont pas googlables et qui vont pousser l'élève dans sa réflexion en lien avec sa maîtrise des concepts. À ce moment-là, je suis beaucoup plus équitable parce que l'enfant va me produire une évaluation en fonction de ses capacités ou de ce qu'il y a à proximité ou en fonction de qui il est vraiment comme élève. Est-ce que je suis champ gauche ou est-ce que c'est ce que vous me dites? Direct sur la mire. Oui, c'est ça que moi j'ai dit. Quand tu as dit, j'avais eu peur, un petit moment de panique quand tu avais dit, mais t'as pas besoin d'évaluer. Puis je suis comme, non, il faut que tu évalues. Non, tu as suivi la phrase avec, tu peux aussi faire des projets. Je suis comme, OK, j'ai compris. Et l'autre chose qu'il faut qu'on mentionne, qu'on n'a pas encore mentionné, c'est l'idée de la triangulation. Alors, c'est pas juste les productions, et ça, c'est un autre défi en ce moment, parce que si tu as un groupe d'élèves qui est devant toi, puis d'autres qui sont à la maison, c'est un peu moins évident de faire de la triangulation. Et je pense qu'on devrait juste rappeler aux gens c'est quoi les trois composantes de la triangulation avec? Production, observation et conversation. OK. J'adore ça, mesdames. Mais l'élève qui parle moins en salle de classe, comment tu vas faire pour aller chercher sa conversation? Bien, je pense que le grand défi, c'est quand tu as une quinzaine d'élèves devant toi, puis tu en as 4 qui sont à la maison, c'est peut-être les voix qu'on entend moins. Alors, je pense que la bonne question est comment est-ce que je peux m'assurer d'avoir ces observations et ces conversations de la part des élèves qui sont à la maison?
Mhm. En fait, je pense que oui, évidemment, ça va être les élèves qu'on entend le moins, mais vraiment, afin de savoir comment aller les rejoindre, peut-être aussi savoir pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas. Est-ce qu'ils sont juste vraiment gênés ou est-ce qu'ils savent, ou est-ce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas des bonnes idées? Il faut juste, je pense qu'en sachant le pourquoi, on pourrait aller chercher des outils qui vont nous permettre d'aller les chercher. Des outils comme quoi, par exemple? Si je pense à ceux que, bon, là, on veut mettre ça en place demain matin, là, je me lancerais vers quoi, par exemple? Alors, l'exemple classique, moi, je pense que ça va être encore une autre fois, on va mentionner ça plusieurs fois, c'est vraiment Flipgrid. Peut-être leur donner la chance d'enregistrer une réponse lorsqu'ils sont dans leur petit coin, lorsqu'ils sont tout seuls, puis qu'ils savent que ça va être seulement lui et l'enseignant qui va être capable d'écouter cette réponse. Je pense que déjà là, ça augmente l'aisance pour l'élève de partager ses idées. Mais je pense que comme Mylène avait dit ce matin, avant de commencer à enregistrer, le prof a beaucoup plus de choses à planifier cette année. Et malheureusement, cette idée de comment s'assurer d'entendre la voix des élèves qui sont à la maison, ça ajoute un autre niveau à notre planification. Parce qu'il faut se demander, lorsqu'on crée la leçon de la journée, comment est-ce que je vais inclure tout le monde? Je pense qu'on a un avantage au secondaire et c'est que les élèves ont presque tous des cellulaires. Alors, on ne peut pas leur demander, de faire un projet sur un cellulaire, mais on peut leur demander de faire un Flipgrid. Alors, je pense que si on demande juste seulement aux élèves, parfois on va demander seulement aux élèves qui sont à la maison, mais si on demande à tout le monde d'utiliser Flipgrid, ça va être beaucoup plus intéressant pour les élèves qui sont à la maison. Ouais, puis c'est aussi équitable. Je veux dire, c'est pas parce que je suis à la maison que je dois en faire plus pour prouver que j'ai une voix. Puis c'est pas parce que je suis à l'école, si je suis timide, que. Mais si les attentes sont et les intentions sont les mêmes, ben on peut tous contribuer à ce niveau-là. Parce que la voix de l'élève à la maison ou en présentiel, ça fait partie de nos priorités dans les écoles. Oui, absolument. Puis j'établis un genre de parallèle entre ce qu'on faisait lorsqu'on était en salle de classe. Moi, je me souviens très bien que ce qui m'apportait vraiment le plus, c'est vraiment lorsque je faisais des conférences individuelles avec mes élèves. Tu sais, quand vous êtes en personne, on continue à faire des conférences individuelles avec vos élèves. Va les voir, va discuter avec eux autres. Évidemment, en gardant un petit peu de distance, mais ceux qui sont à la maison, ceux qui sont en virtuel, ceux qui sont probablement pas à l'école durant ces 2 prochains jours, c'est de leur offrir la chance d'enregistrer dans Flipgrid aussi. J'ai beaucoup aimé ton autre idée ce matin, Mylène, avec les cellulaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, ce matin, on parlait de. Parce que vous avez sûrement entendu dans les autres épisodes à quel point c'est important la diffusion. Alors, quand on planifie en écriture, si on arrête à la correction ou à la mise au propre puis qu'on diffuse pas, on perd beaucoup de motivation puis d'intérêt et d'engagement par rapport à ce que l'élève est en train d'écrire. Mais là, on se disait, OK, diffusion, comment est-ce que ça pourrait avoir l'air? Puis là, on s'est dit, il y a des gens à la maison, il y a des gens en ligne. Bon, comment qu'on fait? Mais si on a un blog et que peu importe qu'est-ce qu'on est en train d'écrire, photo, dépose sur le blog, ça rend accessible mes écrits qui ne sont pas en ligne, là, mes écrits sur papier, disponibles à ceux qui sont à la maison, qui peuvent réagir au niveau de l'auto-évaluation des pairs, qui peuvent réagir en fonction de, bon, tout dépendant c'était quoi la tâche puis c'était quoi l'intention, mais ça réduit les distances à l'intérieur d'un même groupe, puis on peut travailler cette cohésion-là, parce que malgré le fait qu'on n'est pas tous dans le même espace, on fait tous partie de la même équipe. Dans n'importe quelle matière, ça fonctionnerait. Si on est en train de calculer quelque chose en chimie ou en mathématiques, ça peut être mis sur le blog et puis, tu sais, on peut avoir en mathématiques le bancho ou la discussion suite à la résolution de problèmes qu'on aurait eu en salle de classe. On pourrait travailler sur l'erreur favorite, on pourrait travailler sur la phrase du jour, la dictée zéro faute. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Et par blog, pour nous, c'est pas la mer à boire, sachant que tout le conseil est sur Teams. On pourrait avoir une équipe sur Teams et photo. L'enseignant projette son Teams en l'avant pour avoir un œil sur tout ce qui est en train de se passer en classe et à la maison. Il faut juste être créatif, je dirais.
sachant qu'on a des limitations qu'on n'avait pas avant. Pour avoir les conversations avec les élèves, pensez comme si c'était des centres ou si tu avais un niveau double. Tu sais que les élèves qui sont en salle de classe travaillent sur quelque chose et que tu as des petites conférences avec les élèves qui sont à la maison parce qu'il faut avoir ces conversations avec les élèves. Et quand les élèves à la maison, je pense que ce qui est le plus gênant, c'est de ne pas voir la réaction de tes pairs. Alors, tu es à la maison, toi, tu poses une question ou tu donnes ton opinion, puis tu ne vois pas les 27 autres pères Dieu qui te regardent puis qui réagissent. Alors, je pense que moi, je serais réticente si j'étais à la maison à lever ma main, à faire des interventions. Alors, il faut planifier du temps pour parler directement avec ces élèves-là. Ça paraît beaucoup, puis ça paraît très lourd, avec la discussion qu'on a présentement. Oui, il faut être vraiment plus créatif. Il faudrait avoir un genre de vue d'ensemble de qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre semestre, dans votre année. Mais n'oubliez pas, juste pour vous dire que c'est jamais trop tard pour commencer. Si vous avez une bonne idée, lancez-vous là-dessus. Si vous faites des erreurs, c'est correct aussi. Oui. Puis l'idée ultime, c'est que ta vue d'ensemble, si tu as ton intention d'évaluation, tu l'as, ta vue d'ensemble. Si avec tes élèves, tu as ciblé tes critères de réussite, tu sais sur quoi tu vas travailler. Et si tu as travaillé en planif à rebours, tu sais exactement quoi enseigner pour te rendre là. Alors, ultimement, tout est dans tout. Comme on dit souvent ces temps-ci, on a l'impression que tout est interdépendant. On conclut en disant quoi? Intention. Triangle. Compétences. Pas googlable. Équitable. Oui. Puis, juste pas pour vous charger davantage, mais n'oubliez pas que vous pouvez aller toujours retourner dans notre banque d'épisodes pour réécouter certains de nos épisodes qui ont parlé justement de tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a bien résumé, mais un petit peu plus en détail. Alors, je pense que vous allez avoir encore plus d'idées qui vont vraiment venir enrichir votre enseignement. Oui, et si vous voulez regarder la capsule que Jennifer et son équipe ont travaillé pendant le début de l'année, vous pouvez vous rendre sur le YouTube de Aide Pédago. Vous allez trouver plein d'informations là-dessus et vous allez aussi trouver la chaîne Toute la classe recommande et vous allez voir, il y a un épisode sur Flipgrid si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, Jennifer nous explique rapidement comment utiliser le site Internet. Alors, sur ce, mesdames, bonne journée. Tout un plaisir. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont Jennifer Vansal-Davies, Mylène Brassard et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamont. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard. La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin. Suivez-nous sur Twitter à Tout pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.